Là-bas, en position de contrôle. Quand tu sors ta matraque, Dépêche-toi, je t'ai dépêche-toi. menacé, mon gros. Dépêche-toi. On dirait que je t'ai Quand on menacé. dit contrôle, on reste sur place, c'est comme ça. Quel contrôle? Tu vas rien Allez, trouver sur Contrôle moi, de police, toute on façon. va là-bas. Contrôle de police. Tu sors ta matraque, on dirait que je t'ai menacé. Il vous a tapé avec? Wesh, mais pourquoi il sort sa matraque? On dirait qu'il va faire un Bah, crime. on vous dit contrôle de police, vous partez en courant, c'est normal, ça retirez la main des poches. Retirez la main de la poche, monsieur. Inutile, tout le temps. Pourquoi vous fuyez quand on arrive alors? Je suis pas, gros. On allait aller chez mon ami manger du chess. Non, gros, On a je le crois droit. pas. On a le droit. Y a pas de souci. Agoussa, Bouya, là, je sais pas quoi, là. Bon messieurs, du 84, il y a quelque chose à remettre ce moment. S'il n'y a rien, ça prendra 2 minutes. Retirez les mains de vos poches, s'il vous plaît. Rien d'illicite, rien de dangereux, messieurs. C'est un contrôle de police. Quand on dit contrôle de police, c'est contrôle de police, point barre. D'accord? Ici, on est dans un état de droit, c'est la République française. Donc, contrôle de police, on se tait et on obéit. Point barre. Alors, le premier, le nom Agoussi. Alpha, Golf, Oscar, uniforme. Dans les quartiers populaires de toutes les villes de France, la confiance est perdue entre les jeunes et la police. Le moindre contrôle d'identité porte en lui les germes d'un possible dérapage, une rébellion ou une bavure. Une affaire est emblématique de cette impasse. Elle a eu lieu au cœur de la capitale, à quelques pas des boulevards haussmanniens, dans le quartier Rosanov, une petite cité HLM du 12e arrondissement. Des adolescents ont affirmé avoir subi le harcèlement quotidien d'une brigade de police durant des années. Nous on dérange personne, on est posé au square, on joue à Uno, ou je sais pas, on parle, on joue au foot, voilà, ou on attend notre tour pour jouer au foot et des fois on est en pleine partie de foot, ils nous disent de circuler, voilà, c'est surtout les yeux bleus là, ce méchant sorcier là. Il y a une femme Lesco aussi, elle claque bien elle. Ouais, elle claque. Voilà. De toute façon, il y a des keufs qui se font gentils, mais la plupart c'est des bâtards en fait. Donc, Âgé de 14 ans sur ces vidéos, Ryan a été l'un des premiers à parler aux éducateurs. Puis, d'autres jeunes ont suivi. Ils ont décrit de nombreux abus allant de contrôles répétés et de palpations systématiques jusqu'aux insultes et aux violences physiques. Alors nous étions un beau jour de mai, on va dire, en 2015. Enfin, ça a commencé un beau jour en tout cas. Il faisait un peu beau, tout ça, on était posés, on était un peu moins de 15 je crois, avec des petits, des filles, tout ça. Il y a une voiture de police qui est arrivée, j'étais avec ma copine Kumba. Il y avait Ryan en face de moi et la police elle s'est garée à côté de nous. Ils me disent une première fois de dégager, donc moi je reste, je les calcule pas. Ils nous ont dit de dégager comme ça, alors qu'il n'y avait aucune raison, enfin il n'y a personne qui s'est plaint à côté ou quoi pour appeler la police et pour dire qu'on dégage. Il était peut-être 17h ou 18h. Au bout de la troisième fois, en mode, ils étaient plus menaçants que les deux premières fois. Donc je me suis dit, vas-y, je vais me lever, je vais pas chercher l'embrouille. Donc je commence à me lever, mais je fais un peu le mec, je prends mon sac, je prends mon temps. Et du coup, on s'est levé, on a commencé à aller ici. Et Ryan, il a pris un peu plus de temps à se lever, il leur a fait un petit signe. Monsieur Bardakji, dégagez vite en mode, il m'appelle par mon nom de famille, il me dit ouais, dégagez vite, tout ça. Donc moi, je me retourne et je leur fais un signe de la bouche, je leur fais... Et eux, à ce moment-là, ils viennent directement sur la voiture en mode énervé, comme si je les avais insulté leur maman ou je sais pas, j'avais fait un truc de ouf. Et je me suis retournée un moment et j'ai vu qu'il y a 3 policiers qui sont sortis de la voiture. Ils l'ont attrapé, ils l'ont collé contre le mur juste là-bas. Ils me mettent là, contre ce mur, là, sur ce muret. Donc ils me mettent contre le mur comme ça. Et ils me palpent, ils me mettent des claques. Et j'ai commencé à crier, à les insulter de fils de pute, d'exploser, parce que voilà, c'était mon chéri, je pouvais pas les laisser le frapper comme ça sans aucune raison alors qu'il avait rien fait. Et donc moi je me retourne et je vois Julie, Kumba et voilà les petits du quartier. Et genre ils sont en train de crier. Il m'a dit de dégager sale pute, t'as rien à faire ici, rentre chez toi, t'as rien à faire dehors.
Donc du coup, je me suis approchée de lui. Il a commencé à me pousser violemment au niveau des épaules. Du coup, j'ai commencé à reculer, il était en train de me pousser. Et je suis tombée juste dans les buissons comme ça. Je vois des coups de matraque qui partent, j'entends des cris. Je vois les petits sont en train de crier, ils disent ouais qu'est-ce qui se passe, tout le monde comprend rien du tout. Donc moi je suis comme ça, moi la police ils incitent pour que je regarde le mur pour pas que je voie. Parce qu'en moi vu que c'est un contrôle, ils voulaient que je regarde le mur. J'ai essayé de reculer pour pas qu'il continue à mettre des coups. Je suis retombée juste ici. Il m'a repoussée dans les buissons. Là ils sont deux sur moi, il y en a un il me tient les jambes, l'autre il me tient, il voulait pas que je regarde, il me palpe tout ça. Et en étant dans les buissons, je me suis relevée et il y a son collègue, un Chinois, un policier, qui a une tête de Chinois, qui s'est approché de moi et qui m'a gazé à bout portant du visage. Donc j'étais debout. Après ils sont partis, ils m'ont traité de sale pute, que voilà. Genre moi je suis au milieu, il y en a un à ma droite, un à ma gauche, ils me tiennent, ils me mettent les menottes et ils me tiennent quand même. Genre j'ai les menottes et ils me tiennent quand même. Ils me tiennent. À ce moment-là, ils commencent à m'insulter. Ils insultent mes origines, ils me disent ouais c'est un Libanais de merde, qu'est-ce que tu fous là, t'es qu'une merde, je sais pas quoi. Donc ils me rabaissent de ouf alors que j'avais quoi? J'avais 14-15 ans. Et voilà, c'est ça qui s'est passé. Après vas-y, ça finit au commissariat. Ils commencent à me mettre tout nu dans la salle des fouilles. Ils essaient de me mettre tout nu pour me fouiller. Donc moi je me laisse pas faire, je me laisse en caleçon, je leur dis non, vous ne vouliez pas me mettre tout nu. Ils sont là, ils sont en train de frapper un petit de 15 ans, 14 ans, 15 ans, et ils étaient contents, ils rigolaient, tout ça. Et donc après, ils me frappent, tout ça. Bon, après, bien sûr, ils me frappent avec les gants, ils me frappent pas avec leurs mains, ils voulaient pas qu'il y ait de marque. Ils sont malins, ils sont pas cons quand même, c'est leur travail. Et après, mon père, il vient, il me récupère et on rentre à la maison, tout simplement. C'est passé comme ça. Voilà. Et c'est la fin tragique de cette journée. Les policiers nient catégoriquement les faits dénoncés. Mais des habitants du quartier et des militants associatifs vont convaincre les jeunes de porter plainte collectivement pour violences aggravées sur mineurs. La plupart des jeunes étaient réticents à engager des procédures. Ils craignaient les représailles de la part des policiers, d'autant plus que certains des jeunes avaient déjà versé dans la délinquance. Que je rappelle quand même, quand on a commencé à travailler sous ce quartier, on était plutôt à voir comment on pouvait travailler pour qu'il y ait un rapprochement entre la police et les jeunes, pour que les policiers comprennent, c'est pas parce qu'on est noir, arabe, jeune homme, et qu'on vit dans un quartier populaire qu'on est forcément un délinquant en puissance, et que vous aussi, les jeunes, vous compreniez que dans la police, il n'y a pas forcément des fachos et des racistes. Qu'on soit clair, c'est pas le dossier des gamins du 12e. Et des bêtises qu'ils ont pu faire. C'est le procès des policiers. On ne doit parler que des 3 faits, rien d'autre. Je vous renvoie à nos rencontres en 2015. Vous disiez que c'était extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que, en plus, c'est commis par des policiers, des représentants de l'ordre, qui se comportent comme des délinquants. D'accord ? On voit un long moment de contrôle pour rien. Suite à la plainte, le procureur de Paris a demandé que la brigade concernée soit équipée d'une caméra. Ces vidéos, versées au dossier judiciaire, ont pour but de montrer comment se déroulent habituellement les contrôles de police. Il y a mon pote Damani. Bonsoir, contrôle de police. Retirez les mains des poches. Vous croyez vraiment que la plainte de 18 personnes qui sont connues des services de police et de justice, c'est pas nouveau pour lui, ça il faut pas le mettre non plus. La preuve, on travaille encore, c'est de la merde. Moi, je suis pas avec eux. C'est quoi tes commentaires que tu regardes? Je regarde, d'accord. Non, parce que je sais pas, je peux entendre quelque chose qui m'a pris moyennement. Une petite diffamation, là. Pour l'instant, on va aller au commissariat. On va faire une vérification d'identité. Non, ILS. ILS? Ah, tu veux? Ah, bah, on va voir. ILS. Alors, je me réserve le droit de lui faire l'ILS. On va faire une petite fouille intégrale pour s'assurer que t'as vraiment rien planté. On peut même lui mettre les menottes comme ça s'il est pas content.
Au tribunal correctionnel de Paris va s'ouvrir le procès des policiers du 12e. C'est la première fois qu'une plainte collective pour violence policière est portée devant la justice. Mais faute de preuves suffisantes, le procureur de la République n'a retenu que 3 faits sur les 44 dénoncés. Soit naturel. Bon, bah, y a pas de souci alors. Ouais, bah, ils sont là. C'est en forme, hein. Mais même, on pourra aussi appuyer sur le fait que le jour où ça s'est passé, moi, ils m'ont pas embarqué déjà, alors qu'avec tout ce qui s'est passé, ils auraient pu au moins m'embarquer au lieu de me laisser comme ça. Le 2, déjà de base, de 1, je suis mineur. De 2, ils me frappent, ils me gazent et ils me laissent comme ça dans la rue, en pleine liberté, sans savoir ce qui aurait pu arriver, hein, je sais pas. Hein. Et aussi du fait qu'ils sont passés juste à côté de moi en ricanant, quoi. Ils me regardaient en rigolant. Ils avaient rien dans la voiture, ils sont passés à côté de moi en rigolant. Ils étaient en train de sourire, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. C'était un truc de malade quand même. À l'audience, les policiers nient avoir commis des violences illégitimes. Ils confirment avoir procédé à l'éviction d'indésirables, un terme utilisé dans le logiciel de main courante pour désigner ceux qui troublent la tranquillité publique. Leurs interventions répondaient aux demandes d'habitants qui s'exaspéraient des rodéos en scooter, des tapages et des dégradations commises par les jeunes du quartier. En tout état de cause, à partir du moment où les policiers sont appelés parce qu'il y a des infractions qui sont commises et qu'on leur demande d'intervenir, c'est leur métier, c'est la vocation même de leur fonction. Ils sont là pour aider et protéger la population. Et dans ce dossier, il y a un certain nombre de gens du quartier qui ont été entendus et qui ont fait part, eux, de précisément l'enfer qu'ils vivaient au quotidien à cause d'une bande qui sévissait en permanence. Moi, j'ai entendu la même chose que vous, ça serait dans le logiciel. Je ne peux pas croire que ça soit dans le logiciel, mais visiblement, les policiers ont affirmé qu'il y avait une case mentionnant les indésirables dans les interventions des policiers. Et vous l'avez entendu, c'est une notion, un terme totalement assumé par les policiers. Et comme on l'a soulevé, ce terme n'existe pas dans le code de procédure pénale. Hein. Il y a des conditions pour contrôler les personnes, pour les interpeller. Elles sont en général liées à la commission d'une infraction. Et là, nous avons cette notion absolument monstrueuse de citoyens qu'on considère, de futurs citoyens, d'enfants, nos enfants, comme des indésirables. La brigade de soutien de quartier du 12e arrondissement a été créée dans les années 2000 pour lutter contre l'insécurité dans le secteur Rosanov. Les policiers font état dans leur rapport d'une quarantaine d'individus, âgés de 15 à 21 ans, défiant les autorités, certains se montrant menaçants vis-à-vis des habitants. J'ai entendu qu'il y avait eu des menaces. Et ici, il y a déjà eu des incidents graves. Il y a eu il y a eu un jet de cocktail Molotov l'année dernière. Donc là, j'ai entendu qu'il y avait de nouveau des menaces. S'il y a de gens qui traînent sur la place. Si c'est le cas, je vous demande, parce que c'est la demande aussi que nous fait le commissariat, d'aller porter plainte. Alors, mais simplement, il faut savoir que voilà, pas d'amalgame, parce que quelquefois, il y a des jeunes qui sont simplement là et qui ne font pas de bruit, etc., et qui peuvent avoir... Ensuite, on leur demande de quitter la place de façon extrêmement virulente, et donc là, ça pose évidemment beaucoup de problèmes de façon très réactive. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Pas d'amalgame parce que vous ne vivez pas là. Donc, vous ne pouvez pas savoir. D'abord. Le mot amalgame ce ne sont pas les jeunes du quartier. Les jeunes du quartier, ceux qui viennent, ils s'en vont, ils sont pas là à 2h. Vous vous rendez compte de ceux qui arrivent à minuit? Moi, ce que je pense, c'est qu'il est important que, entre vous, habitants, et les jeunes du quartier, il y ait une... Non, oui, mais justement, quand il y a eu l'ouverture de la crêperie, vous savez très bien, c'était début janvier. Il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus, beaucoup de très jeunes. Oui, ils avaient 12, 13 ans. Enfin, ils ne peuvent pas être là tous les jours. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, la police est arrivée et, en fait,
ils ont considéré qu'il y avait trop d'agitation, donc il y a eu des gaz lacrymogènes, et les jeunes, qui avaient même commandé des crêpes, ils font trop de bruit. Moi, mes enfants, vous savez, ils savent, moi j'ai toujours su où étaient mes enfants. Jamais ils n'ont été dehors. Qu'est-ce qu'ils foutent dehors? Moi, je me suis retrouvée avec des voisines plutôt âgées me disant je passe la tête basse, je ne veux pas les regarder, je ne veux pas les voir parce qu'ils me font peur. Alors, pourquoi ils font peur? Alors, elle ne l'a pas dit, mais dans le contexte dans le contexte de l'immeuble, j'ai entendu en sous-texte, c'est des Noirs et des Arabes. Parce que les jeunes là sont des Noirs et des Arabes. Sauf la jeune fille blonde, ils sont tous Noirs et Arabes. Ah. Voilà. Donc, c'est le non-dialogue. C'est le non-dialogue, c'est on appelle les flics. Oui, mais de toute façon, ça ne résoudra pas le problème, parce que si les flics... C'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens. Si les policiers les font partir là, ils vont aller plus loin. Ils vont aller dans le square de la Baleine. Donc, dans le square de la Baleine, il y aura du bruit dans le square de la Baleine. Et puis, si on les empêche d'aller là, ils iront sur la dalle Rosanov. Il faut bien qu'ils aillent quelque part. Ça n'a rien d'extraordinaire d'être un jeune et d'avoir envie d'être dans un lieu public sans contrainte d'adultes. Et toi, t'aimes les framboises, Ryan? Oui, oui. Donc ça va? On n'aime pas les framboises, nous deux? Bah, j'étais bonne, puis je suis un didon et j'ai de la chance. Deuxième, c'est un super quartier, mais tu vois bien que maintenant, c'est pour ça que même au niveau des jeunes et qu'il y a beaucoup de problèmes et tout ça, c'est que les gamins, bah, on les a parqués, ils sont parqués en fait, c'est ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont parqués, ça veut dire tous ils viennent du même bâtiment, tous ils habitent dans la même résidence, tous ils vont à l'école au même endroit, tous, et c'est un peu les bêtes noires du quartier, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui veulent déménager du 12e. Hein. Tu as beaucoup de personnes qui ne veulent plus habiter le 12e parce que justement, il y a cette population. Sauf que cette population, ils n'ont pas choisi, quoi. Je veux dire, c'est pas nous qui attribuons les logements, c'est pas nous qui... Moi, je cherche un logement, je choisis, j'ai pas à choisir, quoi. C'est eux qui vont voir. En fait, c'est eux qui ont créé. Le problème, il vient de la mairie ou de... Je sais pas, celui qui reloge les personnes, mais toutes les personnes qui sont relogées dans le Paris Habitat en ce moment, dans le parc social, c'est toutes des personnes issues de l'immigration quand même. Donc il y a un problème, il est là. Hein. Vous ne voulez pas nous voir, mais vous nous donnez des logements dans le même endroit. Donc à un moment donné, on fait comment? Dans l'attente du jugement, les éducateurs du quartier poursuivent leur routine et les plus jeunes leur font part invariablement de nouvelles violences lors d'interventions policières. Un autre phénomène qui existe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont des amendes. Oui. Voilà, ou des petits qui se font aussi un petit peu embêter. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on essaie de voir un petit peu, c'est comment est-ce qu'on pourrait arranger ces différends entre la police et certains jeunes. Il me redemande de me mettre contre le mur et de lever les mains. Ensuite, ils partent chercher un chien qui était dans le coffre. Ils me disent que t'as du stupéfiant sur toi. J'ai dit non. Ensuite, ils ont dit bah bouge pas, tout va bien se passer si t'en as pas. En gros, ils lâchent le chien sur moi, le chien n'avait pas de muselière. Ils ont lâché le chien et puis c'est fini. Voilà, quoi. ils ont lâché le chien. Et juste avant de lâcher le chien, ils m'ont plaqué parce qu'ils voulaient mettre les menottes. Après, il m'a fait comme ça. Ils m'ont attrapé par le cou. Voilà. Contre le mur. Contre le mur. Ouais. Et après, bon, il a... Voilà. Ça, c'est... ça, c'est normal, ça. Et j'ai été acquitté. Mais pendant 2 jours, par exemple, le premier jour,
La première gamelle qu'ils m'ont passée, j'ouvre ma gamelle, je vois, ils ont craché dedans. Ouais, ça c'est très Ils ont quoi? Ils ont craché dans la gamelle. Donc ça c'est Et là, j'ai pas mangé pendant 2 jours. Ils sont venus chez moi encore, ils ont fouillé chez moi, ils ont fouillé la cave, Ils ont fouillé le garage, tout. Le garage, et après il y a un veste, ça sort, il a prêté un veste, il a dit oui ça si c'est très cher, ça veste peut-être t'as volé. J'ai dit mais ils sont malades ces gens. Si tu dis rien et que eux ils voient que tu réagis pas, mais dis-toi qu'à chaque fois que tu vas passer l'avenue, il y en a un qui va te voir, c'est pour toi. En fait c'est ça, et ils vont se dire bah ils se rebellent pas. Même ça fait, c'est ça. Non, je me rebelle maintenant. Vous voyez, moi combien de fois, madame, il n'y a pas de fumée sans feu. Madame, si votre fils il est là, posez-vous les bonnes questions. Enfin bref, on connaît tout, les mauvaises mères, la bonne année. Il suffit que tu sois monoparental. Alors t'es là. Ouais, ils nous ont mis dans un beau package. Hein. Sauf qu'à un moment donné, vous avez. Non, mais c'est vrai. Sauf qu'à un moment donné, moi j'ai vu 4 policiers à la barre sur le banc des accusés. Et que j'avais envie de leur dire, bah, vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu. Et que c'est toujours nos enfants qu'on met dans ce carré-là. En fait, c'est nos enfants, les voyous, les délinquants, tout ce que vous voulez. Mais voir 4 policiers sur le banc des accusés, moi ça m'a monté le moral. Vous voyez moi ça m'a fait du bien. Le jugement a été prononcé dans l'affaire du 12e. 3 policiers sont condamnés à une même peine de 5 mois de prison avec sursis pour violence illégitime sur des mineurs. Ils ont fait appel de la décision. Au-delà des agents inculpés, le tribunal a pointé à l'audience la responsabilité collective du commissariat dans la mission confiée à ces policiers. Moi, c'est ça qui m'a fait plaisir ce matin. Je m'attendais à la condamnation, mais c'est vrai que je trouve ça vraiment très très bien qu'elle ait lissé les condamnations et qu'elle ait fait ce discours en disant non mais voilà, c'est pas juste ces 3 personnes-là qui ont commis des délits. De toute façon, voilà, la décision, c'est ce qu'elle dit. Hein. Mais malgré tout, il y a quand même la prise en considération du contexte derrière et de la pratique de ces policiers-là vis-à-vis des jeunes et qui est finalement généralisée sur le territoire français dans beaucoup de quartiers. Mais c'est ça qui est intéressant à dénoncer, c'est ça qu'on veut dénoncer nous depuis le départ. C'est vrai que c'est la relation police-citoyen dans les quartiers qui est concernée. Quoi. Je trouve que là, pour le coup, on est très heureux aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui est très très négatif, c'est que tout ce qui est sorti de ce procès aujourd'hui, parce que c'est pire, c'est même pire que on sait aujourd'hui que le moteur, le moteur nucléaire de tout ça, c'est que c'est des indésirables. Donc je pense qu'il y a tout un argumentaire, alors pas juridique on l'a fait, mais politique, démocratique, pour dire mais attendez, ces gamins ils sont ici, vous les percevez d'ailleurs, mais ils sont d'ici et ils ont des droits. Ils ont des droits, ils doivent avoir les mêmes droits que les gamins dans le 8e, 16e arrondissement de Paris. C'est pas parce qu'ils glandent devant la piscine, comme moi j'ai pu le faire quand j'étais gamin, qu'ils doivent se faire tabasser. C'est inacceptable. Et c'est vrai que là, pour le coup, pour moi, c'est une question abyssale. Au cours des années 2000, un modèle de police s'est imposé. Présence accrue sur la voie publique, quadrillage de secteurs et chasse aux infractions. Cette lutte quotidienne contre les incivilités et la petite délinquance a pris le pas sur le patient travail d'enquête. C'est le constat de certains policiers qui ont le sentiment d'avoir perdu le lien avec la population. J'ai été bien encadré dans le sens où j'avais des gens qui avaient pas mal d'expérience, plus d'une dizaine, voire une vingtaine d'années de police, qui m'ont formé, on va dire, version un petit peu police de proximité. Cette approche m'a permis en fait, d'avoir beaucoup plus de contacts avec les gens et forcément beaucoup plus de remontées d'informations utiles pour les enquêtes. Et donc beaucoup plus d'efficacité pour savoir qui cherchait, pourquoi, comment, c'était beaucoup plus efficace.
j'ai jamais eu de problème parce que les gens m'identifiaient en tant que policier, mais ils m'identifiaient en tant que policier qui faisait son travail, qui était là pour bien faire son travail et qui n'était pas là pour, avec une quelconque animosité particulière envers telle ou telle personne parce que j'ai été amené par exemple à les interpeller. Et c'est petit à petit en fait que ça a commencé à devenir de plus dur. Les conditions de travail ont commencé à se dégrader. En interne, il y avait quand même une certaine pression puisqu'on perdait des effectifs pour au moins la même charge de travail, donc il y avait beaucoup plus de rendement qui était demandé. On préfère très clairement mettre 10 consommateurs en garde à vue plutôt que prendre le temps et d'interpeller un vendeur. Donc c'est plus rentable en fait en termes de statistiques et c'est en termes de politique du chiffre en fait, c'est ça. C'est que plus il y a de garde à vue et mieux c'est. Donc au bout d'un moment, tout cumulé, plus la pression avec les attentats terroristes, avec tout ce qui a pu en découler. Et au bout d'un moment, en fait, on craque et j'ai fait un burn-out. Cette course aux chiffres a nourri le rejet des policiers dans les quartiers populaires. 2 camps se sont formés et le lien s'est rompu. Certains policiers comme Jules croient en la possibilité d'un dialogue avec les jeunes issus de ces quartiers. Ils tentent, sans l'autorisation de leur hiérarchie, d'esquisser les bases d'un constat commun. Donc, ce qui pose problème, c'est le fait qu'il y ait des contrôles, ou est-ce que c'est la manière dont se passent les contrôles en fait? Parce que, par exemple, est-ce que quand vous avez eu des contrôles, ça s'est bien passé par exemple avec les policiers, ou c'est systématiquement ça se passe mal en fait? En fait, je peux pas dire parfois ça se passe mal, des fois ça se passe bien. On va voir, le policier il va faire un peu le malin, il va nous donner des noms comme Usain Bolt, des trucs comme ça. C'est énervant en fait. Et ce qui pose le plus problème en fait, c'est le fait... C'est le comportement du policier en fait. C'est juste tu vas lui dire tu sais pas sur un truc, il va te répondre mal et après tu vas t'énerver ou tu vas lui dire quelque chose de pas bien, après il va faire le malin, il va faire ouais, je t'embarque, je sais pas quoi. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple Diminuer les contrôles. Diminuer les contrôles? Ouais. Parce que moi je connais des petites de ma cité, ils sont contrôlés, ils ont 12-13 ans. Enfin, je sais pas c'est quoi l'utilité. Mais est-ce qu'ils sont dans des situations particulières? Non, c'est juste parce que le quartier il est réputé chaud et ils descendent et ils contrôlent tout le monde. Ils abusent de leur pouvoir. Ils sont policiers, oui, ils ont le droit de faire tout. Alors, ils ont le droit de faire tout. Non, il y a des cadres de la loi. Enfin, la loi, elle encadre parfaitement le contrôle d'identité. Par contre, je ne sais pas où tu es exactement, où ça se situe exactement. Donc, ça veut dire que je suis noir, on peut me contrôler comme ça? Non, pas parce que tu es noir, parce que, par exemple, on peut avoir tous les jours, sur un secteur donné, le procureur de la République qui délivre, d'accord, une réquisition aux fins de contrôle d'identité. Ça veut dire que dans un périmètre donné, de telle heure à telle heure, on peut contrôler toutes les personnes. Il faut essayer d'avancer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mauvais comportements, évidemment. Il y a des flics racistes, ça arrive. De même qu'il y a des gens qui attendent la police pour la caillasser dans les quartiers. Et voilà, des deux côtés, il y a des gens qui sont entre guillemets irrécupérables. Mais je pense que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on sait que ça ne représente pas la majorité. Et les flics racistes, ils sont acceptés dans la police comme ça? Mais non, ils ne sont pas acceptés. Et nous, on sait, je veux dire, en tant qu'hiérarchie, moi je sais qu'il y a des équipages à qui je vais faire plus confiance qu'à d'autres, parce que je connais la manière de travailler des uns et des autres. Je sais qu'il y en a qui vont parfois aller inutilement à la confrontation, et je sais qu'il y en a d'autres avec qui ça va bien se passer, et j'ai plus tendance à les croire, et même qui ont davantage de respect des jeunes qui les connaissent, qui savent que ils sont là pour faire leur boulot, mais pas pour les faire chier. La dernière fois, avec une instant, il y a eu une policière qui est intervenue. Et on posait des questions, déjà elle parlait presque pas, et elle avait rien vécu, c'était ennuyant. Donc on parlait avec elle et après on a parlé du contrôle faciès et elle nous a dit en même temps c'est toujours les mêmes qu'on voit en garde à vue. Nous sur le moment on n'a pas réagi, on n'avait pas compris, c'est après qu'on en a reparlé qu'on s'est rendu compte. Ça vous a blessé? Si tu es témoin d'une situation pas normale d'un de tes collègues, c'est-à-dire un contrôle aux faciès ou un abus de pouvoir, comment tu vas réagir? Qu'est-ce que tu vas faire sur le coup? Quelle sera ta réaction?
Alors sur le coup, moi ce que je vais faire, c'est à mon niveau intervenir et le signaler en disant non, moi ça me convient pas, c'est pas possible, c'est pas normal que ça doit se passer comme ça. Et donc du coup, faire en sorte de faire arrêter ce qui se passe qui est pas bien. Après, tout à l'heure pendant le débat, par exemple, on parlait de dénoncer les policiers racistes, de dénoncer les policiers qui faisaient des abus. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, je vais pas te mentir, parce que y a aussi dans la police, face à l'adversité, face aux missions qui peuvent être compliquées, il y a une très forte cohésion et un esprit de corps qui fait que tout le monde se soutient en fait. Ouais, même dans la bêtise. Et malheureusement, même dans la bêtise. C'est ça qui est dommage. Par exemple, quand dans ton quartier, quand il y a un jeune qui fait une bêtise, est-ce que les autres jeunes, ses potes, ils vont aller le dénoncer, sachant qu'il a fait une bêtise? Pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est de l'esprit solidaire. Et il y a aussi la loi du silence. Il y a la loi du silence, il y a la peur. Il y a la peur du regard des autres, la peur de passer pour une balance. En fait, tous ces mécanismes-là, quelque part, c'est exactement la même chose dans la police. C'est-à-dire que si on... Ouais, mais la police, c'est pas le quartier. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est là où c'est problématique, c'est qu'en fait, voilà, en tant que policier, on devrait être en capacité de mettre un terme à tous les agissements, quels qu'ils soient. Mettre un terme aux abus qu'ils constatent de la part de leurs collègues, c'est ce que tentent de faire certains policiers. Tout au long de sa carrière, Éric Blondin a dénoncé des violences sur des mineurs roumains, du chantage à des prostituées ou encore des agressions racistes contre des jeunes des cités. Je pense que j'ai été le premier lanceur d'alerte, en tout cas un des premiers, et en tout cas le seul à avoir lancé des alertes pendant 20 ans, sans baisser les bras. Et au bout du compte, je me demande si c'est pas un effet inverse de celui voulu, c'est-à-dire que là, j'ai démontré que ça pouvait pas aboutir, puisque j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je suis allé au bout du bout en créant un syndicat, en faisant des choses quand même qui ne sont pas à la portée de quelqu'un qui est juste comme ça, pas d'accord. Donc j'ai montré que avec toute la détermination possible, on pouvait arriver à rien. Donc je crois que ça a desservi finalement le truc, parce qu'avant il y avait toujours un mec ou deux qui dénonçait un truc ou deux, et avec cette expérience-là, les mecs se sont aperçus, ils se sont dit oh là là, finalement ça sert à rien. Le mec en question, il a dénoncé, il a fini à l'hôpital, il a fini au tribunal, il a fini gardien de la paix, le seul gardien de la paix, parce que maintenant on finit tous brigadier, et moi je suis le seul mec à avoir fini gardien de la paix. pas un grade, rien. Et voilà, donc ça a servi vraiment à rien, quoi. Ça peut être très lourd en fait pour un policier qui s'oppose à ça, qui s'exprime contre ça. Celui qui remet ça en question, il se met à la marge et il se met en danger, très clairement. En danger, ça veut dire des menaces, la voiture qui peut être abîmée, ça peut être une non-intervention en cas de difficulté sur une interpellation qui tombe mal, où on va laisser 30 secondes avant d'intervenir, le temps que celui qui a balancé se fasse bien casser la gueule, pour lui faire comprendre que s'il veut compter sur ses collègues, il doit se taire. Donc au final, c'est soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule. En fait, c'est ces policiers-là, parce que fort heureusement, ils sont minoritaires, mais ces policiers-là, ils savent pas travailler. Ils savent pas faire la distinction entre un délinquant et un habitant de ces quartiers. Et en fait, il y a une volonté d'aller directement dans ces quartiers-là pour lutter contre les habitants de ces quartiers-là. Et c'est quelque part, quand ils ont interpellé quelqu'un de ces quartiers-là, même si c'est pour une barrette de shit, ils ont gagné. Ils ont gagné parce que la police, elle a réussi à imposer la loi, à imposer le respect. Et à rabaisser la personne qui est contrôlée et interpellée. J'ai déjà vu des gamins de 8 ans se faire palper, contrôler, mépriser, insulter. Des gamins d'origine africaine qui
à 8 ans, sont traités de petits négros, de Maltesers, de Kit Kat, de Kirikou, quand ils courent dans la rue. Enfin, je veux dire, dès le plus jeune âge, quel que soit l'âge en fait, il y a des insultes qui fusent. Il y a toujours cette tranche, cette minorité, mais qui fait tout, quoi. Hein. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont promus par l'administration, ceux qui sont bien vus, et ceux qui constituent, comment dire, vraiment la partie visible de la police, parce qu'un policier qui fait bien son travail, il est invisible. Il fait bien son boulot, même s'il fait une interpellation, elle se passe bien. Personne ne voit un désordre, personne ne s'émeut, donc il est invisible. Alors que le policier qui est violent, qui est méchant, qui dépasse ses prérogatives, celui-là, il fait un tintamarre effroyable, tout le monde le voit et on a l'impression que c'est tous les policiers qui sont comme ça. Donc le truc, il est toujours décalé, c'est-à-dire qu'il y a un tas de policiers. Quand on dit 10% ou 20% de policiers, il y a 130 000 policiers, donc on arrive à 26 000 bonhommes, hein, c'est pas rien. Alors c'est une extrême minorité, mais quand on a 26 000 mecs qui déconnent, ça fait des dégâts, quoi. Voilà, on en est là. Alors, il y a beau y avoir les 80% d'autres qui applaudissent des deux mains, qui trouvent qu'il faut bien, il faut remettre les choses en ordre, il faut... eux, ils sont pas visibles, ils sont pas audibles. Les violences illégitimes lors d'interventions policières dégénèrent parfois jusqu'au drame. Ali Ziri d'Argenteuil, mort étouffé à 69 ans. Lamine Dieng du 20e arrondissement de Paris, mort asphyxié. Ossine Bourras de Colmar, tué par balle. Adama Traoré de Beaumont-sur-Oise, mort asphyxié dans l'enceinte de la gendarmerie. Dans de nombreux cas, la justice a conclu par un non-lieu, laissant la population avec le sentiment que l'état de droit ne s'applique pas chez eux. Ces drames ont eu lieu pour la plupart au-delà du périphérique, dans les banlieues de nos villes. Ils s'inscrivent durablement dans la mémoire de ces quartiers, où se transmet génération après génération la peur de la police. Sur la question de la relation entre la police et la population et les jeunes des cités, moi je dis attention à l'amalgame. Attention à l'amalgame, d'abord parce que nous on n'a pas de problème avec la population des cités. On n'a pas de problème avec les habitants des cités, les jeunes des cités. On a des problèmes, la police, avec des jeunes. Des, ce n'est pas les. On a des problèmes avec certains, parce qu'ils sont turbulents, parce qu'ils sont délinquants, parce qu'il peut arriver, mais c'est extrêmement rare, que des contrôles se passent mal ou dérapent, mais c'est pas du tout une généralité. Mais la police n'a pas à rougir de la réaction qu'elle oppose à ceux qui ont un état d'esprit qui n'est pas conforme à la déontologie. Hein, c'est-à-dire ceux qui seraient violents, racistes, pour parler clair. Ils sont sanctionnés, ils sont très durement sanctionnés. À Argenteuil, dans le Val d'Oise, cela fait pourtant des années que des habitants de la cité Champagne dénoncent les dérives d'une brigade de police. J'ai contacté toutes les institutions qui étaient compétentes, l'officier du ministère public, le commissariat d'Argenteuil, la DDSP, l'IGPN, également le défenseur des droits, le tribunal de proximité, et j'ai toujours trouvé porte close. Mon dossier est toujours un bon dossier étayé, mais personne ne veut le recevoir ou le traiter, parce que le traiter, c'est admettre que tout cela existe. Même si tu es dans la zone pavillonnaire, quel est ton ressenti, ton expérience avec la police? Qu'est-ce que tu peux me dire? Ça se passe toujours mal. Franchement,
Il n'y a pas une seule journée où ça se passe pas bien. Bah, ils arrivent, ils nous font chier, bah, ils nous contrôlent. Bah voilà, nous on se laisse contrôler parce que voilà, c'est la police. Hein, Ils vous connaissent pas? Ah si, ils nous connaissent, hein, ils savent. Mais ils vous contrôlent quand même? Ils nous contrôlent quand même, et des fois c'est des 4-5 fois par jour. Et en fait, c'est surtout les humiliations, vous voyez ce que je veux dire bah, ils regardent votre pénis, ils font des trucs... Ah, c'est-à-dire qu'ils vous déshabillent lors des contrôles? Encore nous ça va, mais c'est pour les petits. Parce qu'ils s'en prennent aussi aux plus petits? Bah oui. Tu as à peu près quel âge, toi? Moi, j'ai 26 ans à peu près. D'accord. Et ils s'en prennent à des petits de quel âge? Des petits de 16 ans, 15 ans, ils font des humiliations, franchement... Ils font passer ça ce matin sur l'état d'urgence, ils inventent des trucs, quand il n'y a pas de motif, on nous contrôle sans motif. Un jour ça va exploser, bah, franchement j'ai pas envie que ça arrive parce que... Mais ils le savent ça, qu'ils vous poussent à bout? Bien et qu'un sûr, jour bah, vous serez ils craqué? Ah, il y a un but. Un but l'équipe de France. Il y a plus de policiers corrects ou plus de policiers incorrects? Ah non, il y a plus de policiers incorrects. D'accord, à Argenteuil. Incorrects. À Argenteuil? Ouais. Incorrect. Ça veut dire que quand vous êtes contrôlé par des policiers corrects, à ce moment-là, tout se passe bien? Tout se passe bien, le dialogue il est bien. Bah, une fois, il y en a un policier, un nouveau qui venait d'arriver. Il a commencé à me dire c'est un contrôle. Moi, le réflexe c'est quoi? Les mains sur la voiture. D'accord. Il me dit non. Calmez-vous monsieur. Ouais. C'est simplement un contrôle d'identité. Sortez-moi juste vos papiers. Tout se passera bien. D'accord. À force, tu ne savais même pas que la procédure normale, c'était ça? Ouais. Toi, tu avais intégré que la procédure, c'était tourner, main en l'air, et d'accord. Les mains sur le capot, ou les mains sur le mur, ou les mains, les mains en évidence. Quoi. Vous avez déjà, toi ou les autres devant toi, essayé de discuter avec les policiers corrects de ce qui se passe avec ceux qui ne sont pas corrects? Vous avez déjà essayé de leur parler? Ah bah oui, ils nous disent quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent justement à ce moment-là? C'est des cons. Face à la difficulté de porter leurs affaires en justice et face au silence des institutions, les meilleures défenses que possèdent les habitants de ces quartiers sont les vidéos filmées par leur téléphone portable. Ouais. Il est environ 17h quand le rodéo sauvage, qui en fait est extérieur au quartier, quitte les lieux. Il dévale la pente. Au même moment, il y a des gamins qui regardent le rodéo partir. Un père de famille attend juste devant la barrière l'arrivée de son frère. Et au même moment, il voit la policière qui invective les gamins en leur disant « barrez-vous d'ici, cassez-vous d'ici », elle est très irrespectueuse. Donc il la rappelle à un peu plus de mesure en lui disant « c'est pas comme ça que vous obtiendrez du respect ». Elle n'apprécie pas son intervention et elle vient lui porter directement un coup au visage. Et voilà, les Schmitt en pleine bavure. Donc consécutivement à l'arrestation du père de famille qui a demandé à la policière un peu de mesure, Geoffrey et Yacine, qui se sont garés 2 minutes plus tôt à la cité Champagne, montent pour aller chez la maman de Yacine qui réside dans le bâtiment. Ils montent ici, le policier qui est au local poubelle tire au flashball sur Yacine qui se trouve à ma place, en pleine poitrine. Yacine repart en courant vers la boulangerie, Geoffrey sort son téléphone et filme le policier. Quelques minutes plus tard, les policiers qui se situent à peu près au niveau de la bouche de la cendrière un peu plus bas tirent à vue sur toutes les personnes présentes et blessent Geoffrey au visage d'un tir de flashball. Oh fils de... Oh les bâtards! Mais non! Arrivé aux urgences. La police partout. C'est nous qui gérons, c'est nous qui gérons. C'est nous qui gérons. Vous êtes en train d'énerver, donc on l'énerve pas, c'est nous qui gérons. Oui, bah justement. Avez-vous, laisse tomber, ça sert à rien de parler. Voilà, c'est ça. Faut qu'ils comprennent. Moi je vous le dis à tous, on est parti porter plainte au commissariat. C'est bon? Et voilà, moi je le dis à tout le monde, je suis comme pédale, je le dis en face. C'est bon. En s'inspirant de ce qu'ont fait les jeunes du 12e arrondissement, des habitants de la cité Champagne ont décidé à leur tour de déposer une plainte collective. On se voit pour quel type de fait? Pour l'ensemble, pourquoi? Je qualifierais ça de harcèlement policier. Okay. Voilà, c'est le terme général. Ouais. Et donc ça englobe des violences policières physiques et verbales, mais également financières et administratives. Administratives, parce que les policiers ont décidé que des jeunes perdraient leur permis de conduire dès qu'ils l'ont obtenu, et passent le mot aux collègues pour que ceci soit verbalisé systématiquement dès que les collègues les verront.
Donc ce ne sont pas du tout des jeunes, des racailles qui tiennent les murs, puisque 10 ont une activité avec un étudiant et un chômeur. Et il n'y a pas que ça. Je suis allé voir leurs antécédents. Hormis les faux PV, ils ont très peu de vrais PV. Il y a eu quelques amendes SNCF, il y a eu un vol avec effraction, et on a eu un condamné pour consommation de cannabis. Ça veut dire que le harcèlement, il y a les PV, mais il y a quelque chose qui nous permet aussi d'attraper l'IGPN, le parquet et la police, c'est que on vous fait état visiblement d'un système, vous n'enquêtez même pas. Comment ne pas se braquer contre l'ensemble de la France quand le seul représentant de la France sont les policiers qui me maltraitent depuis que j'ai 12-13 ans et maintenant j'en ai 25. J'ai 10 000 € d'arriérés d'amende que je ne pourrais jamais payer. Je sais que quand je vais au travail, il faut que je parte 1 heure avant parce que si je me fais contrôler, je sais que je vais perdre du temps. Mon frère a été mis en garde à vue, une fois c'est mon cousin parce que ça se transmet ça aussi. Moi je n'ai pas subi directement de violences policières, mais avec ce qui est arrivé par mon frère, heureusement que je suis plus âgé et mesuré parce que je pourrais haïr la police avec ce qu'ils lui ont fait. La mise en place de l'état d'urgence suite aux attentats terroristes a accentué la tension entre la police et la population. La violence des interpellations que subissent au quotidien certains quartiers surgit régulièrement en marge des mouvements de contestation sociale. Vous n'avez pas à l'emmener, il n'oppose aucune résistance. C'est illégal. Il n'a commis aucun délit. C'est une détention arbitraire. Il y a un code de déontologie. Vous n'avez pas le droit de le détenir s'il a commis aucune infraction, aucun délit. Vous êtes passible d'amende et de prison pour ça, vous le savez. C'est ce qu'on vous a appris à l'ENP. C'est comme ça que vous procédez. C'est tout le dilemme de la police. Elle doit distinguer ce qui relève du droit à la contestation de ce qui constitue une véritable menace à l'ordre public, au risque que ceux qui protestent ne fassent à leur tour l'amalgame et rejettent en bloc la police. Au printemps 2018, des familles de victimes de violences policières se sont emparées de la tête de cortège du mouvement social. Ils veulent faire entendre que les quartiers populaires sont les premiers à subir le démantèlement des services publics et que l'État ne s'y manifeste plus que par son dispositif policier. Un État qu'ils jugent responsable de la mort des leurs. Nous voulons la vérité pour la mort de notre petit frère. Yahi est mort d'une balle dans la tête. Et personne ne mérite de mourir d'une balle dans la tête. Aujourd'hui, nous nous battons pour la justice. Justice pour Yahi. Justice pour tous. Justice pour Yahi. Justice pour Yahi. Il faut pas avoir peur, mon frère s'est fait tuer. Mon frère s'est fait tuer. 2 personnes se sont fait tuer. Des personnes sont venues après Adama. Vous ne devez pas être spectateur d'un massacre qui se passe en France. Vous ne devez pas être spectateur du massacre qui est en train de se passer dans notre quartier où nos frères se font tuer. Mon frère est mort à cause de ce système. Tant qu'on n'aura pas renversé ce système-là, pour dire que les quartiers populaires font partie de la France, pour dire que les jeunes peuvent participer à la construction de cette France, on n'arrêtera pas le combat. Loin d'attiser le rejet de l'autre, cette colère est au contraire la revendication d'une appartenance commune à ce pays, dans l'espoir qu'un jour, la réalité de quelques-uns devienne un enjeu de société pour chacun d'entre nous.
Ah, c'est bon, 26 ans, on a pas un petit. Tout ce que vous avez dans les poches, vous les enlevez. Monsieur Non, mais Vous, d'accord, non. Bien joué, c'est quoi? C'est vrai, je l'avais dans ma poche, vous l'avez pas trouvé, il était dans ma petite poche. Je l'ai fait la petite poche. Bah, vous avez pas trouvé, c'était un stick, c'est un stick. Allez. Mais non, mais c'est déjà le contrôlé, c'est pas. On est bien sympa, on est les plus cool du quartier, on est les plus cool du quartier. Non, mais on est les plus cool du quartier, c'est ça le truc. On est insolent, on manque pas de respect. Oui, oui, c'est bon. La caméra, c'est bon, on repasse à la Starac. Hein. Alors, on est filmé là. Bon courage. Non. Là, on est filmé là, madame. Bien sûr. Pourquoi? Et de quoi? Je sais pas, il y a des lois normalement. Oui, justement. Il y a un truc qui a été Il y a une loi qui est passée, vous avez le droit de filmer les gens, c'est ça? C'est légal, monsieur. Ah oui, on a le droit de filmer. Ah, mais justement, je demande. Vous êtes sur la voie publique, monsieur, vous êtes filmé par les caméras. Ah non, mais les caméras publiques, je veux bien, non, mais ça, j'avais jamais fait en fait. C'est filmé, voilà. Si jamais il y a un souci, il y a une caméra. C'est plus pour vous surveiller, moi, je pense. C'est ça. J'étais en train de dire. Bon, bah, bon courage. Hein.